Multi 21, c'est. Yeah, Multi 21. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multi 21. Aujourd'hui, nous débriefons le Grand Prix de Monaco qui vient de s'achever. Et pour m'accompagner, quelqu'un d'aussi glamour que ce Grand Prix de Monaco. Salut Pierre, comment vas-tu? Oh, t'es trop sympa, Louis, ça va bien. Salut à tous. Alors écoute, je vais rappeler rapidement les résultats. Alors on a vu Max Verstappen s'imposer au volant de sa Red Bull Honda pour la seconde fois de la saison. 3-2 du coup pour Lewis face à Max désormais dans ce championnat. Carlos Sainz se classe deuxième et signe son premier podium avec Ferrari. Lando Norris place sa McLaren avec cette belle déco Gulf à la troisième place. Sergio Perez se classe quatrième, il est suivi par Sébastien Vettel, Pierre Gasly, Lewis Hamilton seulement septième au volant de sa Mercedes. Il perd d'ailleurs la tête du championnat du monde. Lance Stroll est huitième, Esteban Ocon est neuvième et Antonio Giovinazzi ramène pour Alfa Romeo le point de la 10e place. Alors un Grand Prix de Monaco finalement presque soporifique, il s'est pas passé grand chose sur la piste, mais en tout cas en dehors il s'est passé beaucoup de choses et en plus on avait du public, ce qui est plutôt sympa. En tout cas, comme je l'ai dit, ce championnat est relancé puisque Max Verstappen reprend la tête du championnat, 5 points devant Lewis Hamilton. Et Mercedes, par contre, perd la tête pour Red Bull, là pour un petit point seulement. Alors, est-ce que le championnat est relancé ou est-ce que finalement c'était juste le fait que Monaco est une course atypique qui a permis cette remise à zéro des compteurs? Moi, je pense que Monaco reste Monaco. Donc, à partir du moment où on fait une mauvaise qualif le samedi, qu'on est condamné en fait le dimanche. Verstappen, il a fait un excellent week-end. Voilà. Il profite de l'abandon de Leclerc avant le début de la course. Mais sur le reste, il a été impérial, donc chapeau bas. Pérez fait une très belle course, il part 9ème, il arrive 4ème, il est au pied du podium après avoir chassé Norris pendant à peu près une quinzaine de tours. Ben, félicitations à Red Bull. Ils ont fait le boulot. On sait qu'il y a derrière cette espèce de polémique sur les ailerons flexibles, où bon, c'est une espèce de petite guéguerre entre Mercedes et Red Bull. À voir si ça impacte sur la suite. Moi, en tout cas, je pense pas que ça change grand-chose, si ce n'est que Mercedes est passé à côté de son week-end et Red Bull en a profité grandement. Et oui, effectivement. Et à Imola, par contre, Lewis Hamilton avait fait une erreur de pilotage. Il avait quand même réussi à terminer second de ce Grand Prix. On avait dit à l'époque que c'était peut-être déjà la chance du champion qui habitait Mercedes à ce moment-là. Est-ce que finalement la chance du champion n'est pas passée côté Red Bull? Je sais pas si elle est passée côté Red Bull. En tout cas, pour Max Verstappen gagner à Monaco, là où il n'avait pas forcément des super stats, bah c'est génial. Gagner Monaco, c'est quand même très très honorifique. C'est un véritable défi, hein. On est vraiment sur le circuit VIP, on va dire, du championnat. Donc ça montre aussi qu'il a peut-être aussi gagné en maturité. C'est peut-être aussi un signe pour la suite du championnat. Mais, et tu fais bien de rappeler que ce Grand Prix de Monaco est un véritable défi pour les pilotes. On voit dans beaucoup dans les forums, dans les commentaires Facebook, etc., des gens qui se plaignent que Monaco n'est pas un vrai Grand Prix, que ce n'est pas intéressant. Effectivement, en piste, il n'y a pas beaucoup de suspense, on peut pas vraiment dépasser, c'est pas très intéressant pour le public de ce point de vue-là. Mais c'est quand même extraordinaire, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, mais c'est quand même extraordinaire de voir ces pilotes être à la limite complète dans ces voitures qui sont les plus rapides de l'histoire de la Formule 1, être complètement à la limite, à moins d'un centimètre. Parfois, on voit même les voitures venir les pneus lécher les rails. Je trouve ça juste extraordinaire de voir à quel point ces pilotes sont agiles avec ces voitures. Et c'est un vrai régal de voir ces performances-là pour les yeux. Et même si effectivement on n'a pas de dépassement, et c'est ce qu'on aime voir, des dépassements, mais voir ces pilotes à la limite, moi j'adore ça. À chaque fois, ça me rend complètement admiratif. Bah, moi je te rejoins, c'est-à-dire on est déjà dans un cadre qui est quand même plutôt sympa, c'est la première chose. On est sur un tracé qui d'habitude fait office de route, voilà, tout simplement.
On est avec des monoplaces qui grossissent chaque année, sont de plus en plus larges. Et c'est un peu bon, vous allez me détester, hein, mais voilà, on a un peu l'impression de conduire un camion avec un moteur qui avoisine les 1000 chevaux. Euh, Enfin, je veux dire, il y a des virages mythiques. C'est passé de plus en plus vite chaque année. C'est un vrai régal pour les yeux, aussi pour les oreilles. Et c'est un véritable défi, aussi bien pour les pilotes que pour l'ensemble des teams. On sait que Monaco, enfin, sur tout le côté, on va dire, management, logistique, euh, plus on a une entrée des stands qui est quand même assez particulière. Il y a tout ce côté-là, sur le côté des réglages. C'est vraiment un circuit à part. Oui, effectivement, et tu fais bien de mentionner que ces monoplaces ont grossi parce que au niveau des dimensions, on est sur des dimensions équivalentes à un Range Rover. Donc voilà, imaginez un Range Rover, quand même cette immense SUV. Une Formule 1, ça fait à peu près la même largeur et la même longueur. Donc c'est pour donner un ordre d'idée. Il y avait une petite anecdote aussi que j'avais bien aimé, j'avais envie de revenir dessus rapidement. Mais c'est cette bromance entre Norris et Sainz là qui a continué encore avec les deux qui ont partagé ce podium, qui est quand même un podium mythique. Et on les a vus chahuter tous les deux pendant les interviews et sur le podium. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ces deux pilotes qui s'entendent bien en dehors de la piste et voilà, venir se congratuler et un peu jouer ensemble alors qu'ils sont plus du tout dans la même équipe et qu'ils sont même dans les deux équipes les plus opposées du plateau, à savoir McLaren et Ferrari. En tout cas, c'était très sympa de voir cette bonne ambiance qui continue finalement en dehors du cadre McLaren que lorsqu'ils étaient équipiers. Alors, il y a une autre anecdote aussi, c'est Vettel qui a été élu pilote du jour, Driver of the Day. Alors, est-ce que c'est mérité? Parce qu'on avait quand même trois pilotes qui ont fait une excellente course sur le podium. On a Pierre Gasly qui a été très solide, et puis on a Vettel et Perez qui avaient fait une grosse remontée. Alors, est-ce que Vettel se sortait vraiment du lot au point d'être Driver of the Day face à tous ces autres pilotes? C'est un peu compliqué. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire que depuis le début de saison, il n'a pas fait un boulot terrible. Il se qualifie en Q3, ce qui est déjà plutôt pas mal. Il termine cinquième avec une très bonne stratégie. On sait qu'il est plutôt à l'aise, hein, Vettel, à Monaco. Euh, Pourquoi pas, j'aurais tendance à dire. Ça aurait pu être Perez qui a fait une très belle remontée. Ça aurait pu être Norris qui partait quatrième. Non, pardon, non, pardon, ça aurait pu être Sainz. Il termine deuxième en partant quatrième, il me semble. Donc voilà, enfin je veux dire, ils étaient plusieurs à y prétendre. Après, c'est un vote de fan, donc difficile de s'exprimer là-dessus. Effectivement, oui, tu fais bien de le rappeler. On se souvient de Rio Arianto qui avait eu le Driver of the Day à une certaine époque. Donc effectivement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Bon, bah écoute, je te propose nous d'élire nos drivers of the day. Les tops, du coup, bah écoute, Verstappen top, je dirais évident. Hein, il a fait un super Grand Prix. On Sainz en a parlé, Norris. tout à fait. Et oui, effectivement, Sainz, Norris et Gasly, ils ont été très solides. Et puis, Perez et Vettel, ils ont eu une très bonne stratégie. Je pense que tout ce monde-là mériterait d'être dans les tops. Je rajouterais peut-être en même temps Ocon, parce que la stratégie qu'il avait était assez limpide, mais ça a été compliqué en fin de course. Il avait Giovinazzi qui klaxonnait pas mal, il y avait Raikkonen qui était revenu également, il y avait Ricardo, et il me semble que Alonso commençait à remonter fort également. Donc retenir tout ce monde-là, chapeau quand même. Oui, effectivement, chose extraordinaire, il n'y a pas eu de crash cette année à Monaco. On a quand même souvent des crashs, des pilotes qui terminent dans le rail, et pas cette année. Donc, bravo à tous pour les courses propres. Alors, je te propose maintenant de passer au flop. Il y a eu de grosses discussions en off pour savoir qui méritait le plus le flop d'or. J'étais d'avis d'élire Charles Leclerc et Ferrari flop d'or parce que quand on a le rythme pour la pole, qu'on a le rythme pour gagner, mettre sa voiture dans le rail en fin de qualification, c'est pas très malin. Et d'avoir un staff technique qui n'est pas capable de déceler des problèmes sur la voiture avant le départ de la course, je trouve ça quand même un peu gros, surtout de la part d'un top team comme Ferrari. Mais tu m'as convaincu que Mercedes méritait plus le flop d'or. Alors, on va essayer de répondre en deux parties. Comment dire
Leclerc, là où il a tapé, c'est juste avant la rascasse. C'est à la sortie de la piscine et de la rascasse. Il a tapé à cet endroit-là. Ça a beaucoup touché sur le côté droit. Donc en fait, Ferrari, il y avait deux priorités. C'était tout le côté droit, leur mettre, on va dire, d'aplomb. Vérifier qu'au niveau de la boîte, c'était pas touché, parce que si c'était le cas, il y avait un changement de boîte, et dans ces cas-là, Leclerc cédait sa pole. Euh, Après, moi de mon côté, je pense qu'ils ont quand même fait le maximum en se concentrant sur le côté droit, ce qui était le plus évident. Et apparemment, lorsque Leclerc a fait le tour de mise en grille, bah, il s'est rendu compte que c'était pas possible de rouler, que apparemment c'était la transmission à gauche qui était touchée, élément que Ferrari n'avait pas changé parce que je pense qu'ils n'avaient pas vu que c'était endommagé. Oui, effectivement, ils ont pas vu que c'était endommagé, mais si tu veux, c'est un peu ça que je leur reproche. Je comprends pas qu'il y ait pas eu plus de contrôle de fait. Alors, on en discutait, c'est vrai qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à faire. Néanmoins, la voiture avait l'air bien endommagée, certes, mais changer une boîte de vitesse et une transmission sur une Formule 1, ça ne prend pas une nuit complète. Et j'ai un peu de mal à comprendre qu'on n'ait pas fait mieux du côté de Ferrari. En tout cas, toi, tu avais du mal à comprendre qu'on n'ait pas fait mieux du côté de Mercedes, et notamment concernant la stratégie de Lewis et surtout l'arrêt au stand de Valtteri Bottas. Bah, c'est très bizarre ce qui s'est passé ce week-end chez Mercedes. On a eu alors, si on se fie au dire d'Hamilton, d'une certaine façon, il avait beau dire certaines choses et Mercedes l'a quasiment jamais écouté. Il avait des soucis de mise en chauffe des pneus. Il a voulu revenir sur un autre setup ou tester un autre setup. À lui, on a dit non. À Bottas, on a dit oui. En course, il demande à allonger son premier relais. On le fait rentrer. Bah, patatras, au final, il a perdu une place. Euh, donc, très très compliqué. Oui, effectivement, on a un peu de mal à comprendre ce qu'a fait Mercedes ce week-end. Et donc, flop d'or mérité pour une fois. Mercedes Et qui n'est pas dans puis, les tops, c'est quand même assez rare. et puis on en parlait en off. Bottas qui faisait un boulot pas trop mal. Il rentre au stand. Bon, un écrou apparemment défectueux, ou enfin tout du moins, voilà, il n'y avait pas moyen de retirer cet écrou sur la roue avant droite. C'est indigne d'une écurie comme Mercedes, tout Oui, oui, simplement. effectivement, on C'est su- s'attend à mieux d'une écurie aussi bien rodée que Mercedes. mais c'est surtout que c'est les seuls à qui c'est arrivé. Oui, 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 tout à fait. Et enfin, dernier top, du coup, Daniel Ricciardo, qui quand même est censé être un top pilote. Il s'est déjà imposé à Monaco et pourtant, il termine 10 places plus loin que son équipier, Lando Norris, et surtout, il termine à un tour de son équipier. C'était inquiétant quand même ce week-end pour Ricciardo. Ah, je pense qu'aujourd'hui, ça sera pas Ricky tout sourire, mais ça sera Ricky qui fait la golf. Mais bon, bah ouais, dans les flops, parce que bah, tu l'as dit, il a été nulle part. Il se qualifie ultra loin quand Norris est aux avant-postes. Il pouvait peut-être même jouer la pole. Euh, Norris termine troisième, il lui met un tour au passage. Et on n'a pas trop bien compris en fin de course Ricardo qui retrouvait soudainement du rythme alors que il n'y avait rien depuis quasiment le début du week-end. Donc très curieux, c'est pas représentatif de son niveau, ça c'est la première chose. Et ça va pas dans le sens des déclarations qu'il avait fait juste après Barcelone en disant qu'il était beaucoup plus à l'aise avec la McLaren et que quand il l'aurait bien à sa main, il pourrait continuer à aider sur le développement. Et en sachant que Ricardo et Monaco, généralement, ça va bien ensemble. Et oui, effectivement, mais après peut-être que justement, il manquait peut-être encore un peu de confiance pour être au top niveau et bah, l'avenir nous dira si Ricciardo avait raison après Barcelone de se dire plus en confiance avec cette McLaren. En tout cas, merci à toi Pierre pour nous avoir éclairé de tes lumières. Merci à vous tous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, tout ça, hein, vous connaissez les bails comme disent les jeunes, mais moi je suis vieux maintenant. En tout cas, on se Et la retrouve. cloche.
Et la cloche, effectivement. On se retrouve très bientôt pour un autre Grand Prix urbain sur un circuit urbain. Ce sera Bakou, un profil résolument différent de celui de Monaco et une course en général plus animée que Monaco. Donc salut à tous et à très bientôt. Salut à tous, à bientôt.